Bonjour, nouveau numéro de votre émission Jeunesse Olive. Mesdames, Messieurs, bonjour, j'espère que vous êtes confortablement assis. Peut-on dissocier développement de la culture? Une nation peut-elle durablement se développer sans la valorisation de sa culture? Pour certains, oui, et pour certains, non. En tout cas, le sujet mérite intérêt, mérite réflexion et nous en parlons aujourd'hui avec nos amis qui viennent du complexe scolaire Camara Laye. Ils vont débattre et nous donner leurs différents avis. Mais avant, je reçois celui qui va conduire le débat aujourd'hui et c'est bien sûr Kekeli. Bonjour Kekeli, comment vas-tu? Bonjour Tata Jennifer. D'accord, tu as 30 minutes avec tes camarades, vous allez débattre. Moi, je vous retrouve juste après et avec notre expert pour savoir ce qu'il faut retenir concrètement. Mais avant, place au débat entre nous. Notre thème de ce jour est intitulé « Une nation peut-elle se développer sans la valorisation de sa culture ?» Devant nous aujourd'hui, nous avons deux groupes qui vont s'opposer à des différents thèmes avec des arguments bien précis. Culture et développement. Qui a quelque chose à me dire? Oui, Paul? Moi, c'est comme l'envie, Paul, en série littéraire. Pour moi, lorsqu'on parle de culture et développement, je dirais que la valeur et l'importance de la culture dans un développement durable d'une nation se résument dans la définition de l'UNESCO. L'UNESCO qui dit « La culture est l'ensemble des traits distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. » Là, c'est mon point de vue sur le thème. Oui, on dit. Moi, c'est Zissou, on dit. Par rapport à ce que Paul a dit, j'aimerais ajouter que la culture représente aussi les lettres, les arts, les religions et aussi les droits fondamentaux de l'être humain. Et sans ces éléments, on ne saurait parler de développement. Donc pour moi, la culture est un maillon essentiel du développement. Y a-t-il quelqu'un dans ce groupe pour appuyer ce que notre ami Andy vient de dire? Moi, c'est Adjumoumouni Maëla. Oui. Bon, ce n'est pas faux. On peut peut-être dire sans se tromper que la culture est un moteur de développement. Mais, je dis bien mais, le fanatisme religieux, vous serez d'accord avec moi que le fanatisme religieux envers nos traditions ne peut en rien constituer un facteur favorable au développement. Je m'arrête là pour l'instant. Moi, c'est Agoti Mengalibat. Moi, je pense que la culture est l'une des forces fondamentales de la nation. Moi, c'est Dako Roseline. J'aimerais vous parler d'abord, lorsqu'on parle de la valorisation de la culture, tout d'abord, on parle d'une non-différenciation et des unions. Vous voyez un peu. Parce que quelqu'un qui tient à valoriser sa culture dit indirectement qu'il est différent de l'autre. Ils ne sont pas de même culture, quoi. De ce fait, la culture nous impose là même des limites. Par exemple, entre deux collectivités, et la cohésion sociale devient difficile. Soit on traite l'autre communauté de l'esclave, du coup, le vivre ensemble devient également difficile. La conséquence sur le développement là est très simple. On observe, comment dirais-je, une faible ouverture sur l'extérieur, des petits cloisonnements le cloisonnement des petits groupes. Je parle de là pour vous dire que le développement de notre nation ne passe pas toujours par la valorisation de notre culture telle qu'elle se présente. Je m'appelle Adjumoumouni Maël. Je voudrais dire que la culture donne à l'homme la capacité de réflexion sur lui-même. De ce fait, la culture nous permet d'effectuer des choix et de valoriser nos valeurs. Elle nous permet aussi de nous identifier au reste du monde à travers la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité de notre nation. En tout, la culture, c'est ce que nous sommes, c'est notre identité.
Si vraiment la culture est notre identité, êtes-vous du même avis que ce que Maëlle vient de dire? Moi, c'est Pamégan Eunice. Nos cultures et nos traditions ne peuvent pas toujours faire avancer notre nation. Prenons l'exemple de la polygamie. Les enfants issus d'une famille polygame ne s'entendent toujours pas. Donc, la polygamie est un fait qui est inné à l'Afrique et ne peut en aucun cas constituer un facteur de développement pour notre nation. J'en ai fini pour le moment. Elle vient de mettre en exergue une question sur la polygamie. Est-ce vraiment que la polygamie favorise le développement d'une nation? Bon, pour moi, Oui. la polygamie n'est pas du tout une bonne chose. Et je ne soutiens pas vraiment la polygamie. Mais on ne va pas seulement regarder ce côté-là pour se baser au fait sur la culture africaine. La culture africaine a plein de bases au fait. Il y a par exemple, maintenant qu'ils ont construit l'Amazone et tous ces trucs pour permettre au fait à d'autres personnes de venir et visiter notre pays. C'est de ça qu'on parle au fait, pas vraiment de la polygamie. Je dirais que par rapport à ce qu'elle a dit, la culture favorise le développement par l'apport du gain. Regardez les visiteurs venus d'ailleurs visiter notre Amazone, les trésors royaux, tout ça quoi. Ils visitent nos bars, tout ça, ça rapporte de l'argent. Pourquoi dites-vous alors que la culture ne favorise pas le développement d'une nation? Oui, Floride. Moi, c'est Floride, élève en série scientifique. Vous êtes tous d'accord avec moi que l'excision fait partie de nos cultures. Alors, vous en dites que cette culture développe notre pays. C'est une pratique qui diminue, qui rabaisse la femme à nos yeux. Moi, je n'accepte pas cette genre de développement. Alors, vous qui dites que la culture fait partie de notre développement, vous pouvez m'en dire quelque chose? Oui, Paul. Je vais répondre à la question de Floride en disant que, bien vrai, tout le monde sait que l'excision n'est pas une bonne pratique. Mais bon, on ne fait pas des affiches pour promouvoir l'excision, dire de faire l'excision, non. Et en plus, de nos jours, on voit aussi que l'excision n'est pas fréquente. On pratique l'excision de nos jours au nord. Et ça, maintenant, c'est plus rare, c'est rarement. Donc, Oui. je te dirais qu'on ne va pas se baser sur l'excision et dire qu'on ne va pas se développer à cause de la culture. Merci. Oui, Delcmos, tu as quelque chose à rajouter? Bon, moi, c'est Mitop Delcmos, élève en série littéraire. Moi, je dirais que les manifestations et les événements culturels destinés au grand public, les manifestations et les événements culturels destinés au grand public ont un impact sur le développement de l'économie dans tous les secteurs. Oui, Karen, toi, dis-moi quelque chose. Moi, c'est Bano Karen en série scientifique. Pour notre développement, il faut aussi valoriser nos activités culturelles, les sites culturels, les monuments, les infrastructures culturelles. Ils servent comme moteur à la redynamisation de nos cultures, la renaissance de nos cultures. Donc, lorsque nous appuyons sur ces monuments, sur ces trucs, nous pouvons dire que ça rapporte beaucoup. Par exemple, les trésors royaux qui étaient placés au palais de la Marina, ils sont venus boire beaucoup. Ils ont payé dans les hôtels, les restaurants, beaucoup, ils ont payé. Karen a dit que c'est les trésors royaux, tout ça, ça rapporte, mais pour le développement, on ne peut pas se baser seulement sur l'argent que ça rapporte pour dire que le développement peut passer par la culture. Il y a beaucoup d'aspects négatifs dans la valorisation de la culture qui ne favorisent pas forcément le développement. Moi, c'est Humbo Wilfried. Une nation ne peut pas se développer sans la culture car à travers les diverses activités culturelles, la culture favorise la cohérence sociale, la promotion de la tolérance et l'intégration des catégories défavorisées. Je reste là pour moi. La cohésion sociale. Êtes-vous du même avis?
Moi, je vais partir sur la notion de cohésion sociale ou les faits culturels pour dire simplement que le développement ne favorise pas toujours, la culture ne favorise pas toujours le développement. Je donne une raison simple. Si deux communautés X, si les ancêtres d'une communauté X se sont battus contre la communauté Y, ou encore si deux communautés de religions différentes, à cause des indifférences causées par leurs ancêtres, ne peuvent pas se mettre ensemble. Si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, cette culture ou cette coutume qu'ils ont créée eux-mêmes de ne pas s'entraider entre communautés, cela ne peut pas valoriser le développement d'une nation. Moi, c'est Gbagidi Marianne. L'autre fait culturel qui ne favorise pas le développement et jusqu'aujourd'hui existe encore dans notre société, c'est la marginalisation de la femme. Nous savons tous que la femme est la racine première fondamentale de la nation où se greffe tout apport, d'où la floraison. Mais l'image de la femme dans notre société est péjorative en ce sens que son statut est réduit à une femme soumise, une femme au foyer. Donc la place de la femme dans les instances de décision. La femme ne participe pas toujours aux activités politiques, sociales, et l'on dit toujours que la femme n'a pas le droit de parler quand l'homme parle. Je m'arrête là. La marginalisation de la femme qui devait être le pilier de tout développement, est parfois rabaissée. Êtes-vous du même avis que ce que vient de dire Marie-Anne? Oui, on dit. Par rapport à ce que Marianne a dit, j'aimerais ajouter que quand on parle de marginalisation de la femme, ça ne veut pas forcément dire que la femme n'a pas le droit de parler, parce qu'on ne sait pas si, avant d'aller à l'Assemblée maintenant, le mari de la femme peut prendre des conseils chez sa femme avant d'aller là-bas. Donc rien ne prouve que dans les décisions qu'on prend à l'Assemblée, la femme n'a pas son mot à dire dedans. Et même pas forcément au Bénin, dans d'autres pays, on voit que la femme, il y a des présidents, c'est à cause de leurs femmes qu'ils sont à leur niveau, ils se développent. Et puis quand il y a des problèmes, quand ils rencontrent des problèmes, ils vont d'abord voir leur femme et puis ils discutent avant de dire. Donc, si tu as ton problème, tu exposes à ta femme et puis elle te dit ce qu'il faut faire, elle te dit, elle te soutient, elle te dit, pour ça, il faut ça, pour ci, il faut faire ça. C'est pas que on ne voit pas ça, mais la femme aussi travaille là. Elle dit à son mari ce qu'il faut faire, elle lui dit que ça, maintenant, pour ça, il faut faire ci. Donc, il ne faut pas forcément dire qu'il y a marginalisation de la femme, parce que la femme aussi, elle parle, même si ce n'est pas partout. La femme a son droit. Par exemple, au Bénin maintenant, la vice-présidente, c'est une dame. Elle a son mot à dire, elle parle. Donc, il ne faut pas parler de marginalisation de la femme, parce que maintenant, c'était avant que les femmes n'avaient pas le droit. Mais maintenant, dans beaucoup de trucs là, beaucoup de bureaux, on voit qu'il y a les femmes. Ce n'est pas forcément les hommes. Donc, les femmes aussi, elles ont le mot à dire et elles ne sont pas tout le temps rabaissées. Je voulais parler à propos de ce que Maëla a dit. Elle a dit que la culture a des impacts négatifs. Je voulais savoir, tu parles de quel impact négatif, en fait? Je parle de tout ce qu'elles viennent de dire. Elles ont parlé de la polygamie, de l'excision, de la marginalisation de sa femme et de la femme. Andy a dit que le mari peut prendre des idées chez la femme pour présenter. Évite tes mouvements avec le micro. D'accord. Elle a dit que le mari peut demander des conseils à sa femme, des bonnes idées, mais ce ne serait pas mieux si c'est la femme même qui présente ses idées. Pourquoi elle devrait passer par l'homme? Là maintenant, ce n'est pas la femme qu'on reconnaît, c'est l'idée là, c'est comme si ça venait de l'homme. Donc, on revient toujours au fait que la femme est reléguée au second rang. L'homme est supérieur à la femme. Ce qu'elle a dit, j'aimerais lui répondre en disant que on ne peut pas vouloir que la femme soit forcément mise au premier rang. Parce que c'est pas un truc, partout où on passe là, on voit l'homme avant de voir la femme. Parce que si tu as ton mari, tu dois respecter ton mari. Donc, il ne faut pas forcément dire que parce que c'est une femme, elle doit dépasser son mari. Quand tu es une femme, tu donnes des conseils à ton mari. Il peut dire, ça, c'est pas forcément le mari seul qui a la gloire, mais toi aussi tu as la gloire parce que tu sais que ça vient de toi. Mais maintenant, là, la femme, là, elle n'est plus forcément reléguée au second rang parce que tu vois, il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans les entreprises. Tu vois les femmes, elles parlent partout.
C'est ça, je te dis. C'est pas forcément parce qu'on parle de marginalisation là, que la femme, là, elle n'a pas son mot à dire. Il y a marginalisation, c'est vrai, mais la femme, c'est la femme, elle ne peut pas dépasser l'homme dans tout. Il y a de grandes entreprises, c'est les femmes qui sont à la tête des entreprises. Donc, tu ne peux pas dire que marginalisation, là, à cause de ça seulement, il n'y aura pas de développement. Il est bien de valoriser la culture, mais lorsque cela est trop poussé, genre c'est trop poussé loin, cela décourage le commerce extérieur. Ce qui voudrait dire que les habits créés au Togo, par exemple, ne seront pas vendus au Bénin ici, vice-versa. Ainsi, quand on prend les habits made in Bénin, qui sont en train d'être créés au niveau de la zone industrielle de Glodigbe au Bénin, cela veut dire que ces habits seront vendus uniquement au Bénin. Mais aujourd'hui, quel est le prix d'achat du Bénin pour pouvoir consommer tous ces stocks d'habits? Il faut que notre culture ait une relation avec d'autres cultures pour pouvoir subvenir à ses besoins commerciaux. Notre amie Rose vient de parler des pagnes, qui est la majeure partie de notre culture. Est-ce vraiment que ces pagnes sont valorisées dans des pays extérieurs ou non? Oui, Paul? Je dirais oui, les pagnes sont vraiment valorisées dans les pays extérieurs. Prenons l'exemple de notre artiste béninoise Angélique Kidjo. Même si elle n'est pas au pays, elle fait des prestations à l'extérieur. Elle est toujours en bomba, en pagne. Elle valorise la culture béninoise. Donc, on ne va pas dire que les pagnes ne sont pas valorisées. Ils sont en train de parler de culture. Il y a dans certains pays, pour montrer que c'est ce pays ou bien ce pays, ils sont obligés de détruire leurs oreilles pour mettre un truc, on ne sait pas quoi, ou leur bouche aussi. Il y a des trucs qu'ils mettent là, et leurs oreilles aussi. Donc ça, c'est pas la valorisation de leur pays. Ça, c'est ce que je ne comprends pas très bien, quoi. À propos de ce que Paul a dit, je voulais la poser une question. Elle a dit que Angélique Kidjo, pour toutes ses prestations à l'extérieur, elle porte des pailles traditionnelles. Ce que m'avait à demander, est-ce que ces pailles sont-ils portées par les Blancs qui nous regardent, qui la regardent prester? Parce que nous, ici, nous empressons à payer eux ce qu'eux nous envoient de là-bas. Par exemple, des marques Gucci, Louis Vuitton. On paye ça très cher pour porter, mais est-ce que eux là-bas, ils payent nos pailles traditionnelles pour porter ça pour leur truc là? Paul, une question t'est revenue. Peux-tu répondre? Bien vrai, la majorité des Blancs ne portent pas les pagnes, mais il y a certains qui le portent pour valoriser notre culture. Par rapport à ce qu'il a dit, je pourrais lui dire que si, par exemple, il rentre actuellement dans le marché, donc pas simplement là, il va voir, il y a plein de Blancs qui viennent, ils achètent les pagnes et puis ils portent ça. C'est un peu comme si quand ils viennent, ils voient les choses, c'est nouveau pour eux. Et ils tentent, ils portent et ils voient que c'est bien. Par exemple, dans notre langue, le fond maintenant, les Blancs, ils ne comprennent pas le fond. Mais quand tu viens au Bénin, le français, c'est langue courante. Partout, tout le monde parle le français. Mais quand tu te mets à parler le fond, par exemple, à côté d'un Blanc, lui-même, il a envie d'apprendre. Il a envie de comprendre. C'est un peu comme l'anglais. Quand nous, on n'arrive pas à parler l'anglais, le fond, c'est comme l'anglais qu'on n'arrive pas à comprendre pour les Français. Quand tu commences à parler le fond à côté d'un Français, il est sidéré, il va apprendre. Donc, le pain, les Français ne portent pas forcément ça dans leur pays. Mais quand ils viennent ici, ils achètent. Il y a même d'autres Français qui viennent ici à cause des pains parce qu'ils trouvent ça beau. Et il n'y a pas ça dans leur pays. Donc, ils viennent ici pour avoir ça parce qu'ils n'ont pas ça dans leur pays. C'est ça, en fait. Oui. Je voudrais revenir à ce qu'Andy a dit. Quand elle parlait de nos langues, le fond, c'est notre culture. Est-ce qu'on apprend le fond à l'école? Non. Le français, on l'apprend à l'école, mais pourtant, ce n'est pas nos cultures. Ça ne fait pas partie de nos cultures. L'anglais, on l'apprend. Mais on n'autorise pas à parler le fond, nos cultures, le goût, tout ça là, on ne nous apprend pas ça à l'école. Pourquoi? Malgré ça, vous voulez développer notre pays à partir de nos langues. Le fond est souvent refusé dans nos écoles par les membres de l'administration. Est-ce que vraiment ceci favorise le développement d'une nation? Je pourrais lui répondre en disant que pratiquement tous les diplômes actuellement, c'est en français. Tout ce que tu fais, c'est en français. Et en plus, le français, c'est une langue que pratiquement tout le monde comprend. Donc, tu ne peux pas dire que parce que ta langue, c'est le fond. Parce que tout le monde au Bénin ne parle pas le fond. Il y a plusieurs langues au Bénin. Donc, le fond, ce n'est pas seulement la langue qu'on parle au Bénin.
il y a plusieurs langues. Donc, le fond, c'est nous, c'est notre identité. Et les Blancs, eux, le français, c'est pour eux. Même si on parle le français, ça ne veut pas dire qu'on ne se développe pas. Parce que le français, l'école, c'est en français. Si tout le monde se met à parler le fond à l'école, c'est vrai qu'on va comprendre. Mais bon, il faut avoir au moins de l'élégance dans ce qu'on fait. Parce que quand un Blanc vient au Bénin maintenant pour apprendre, on ne peut pas se mettre à lui parler le fond, non. S'il a l'habitude de parler le français dans son pays, il a ses diplômes, il a tout en français, on ne peut pas se mettre à lui parler le fond et vouloir qu'il étudie au Bénin. Donc c'est un peu comme si on est en train de limiter tout à notre langue. On limite tout chez nous, on se renferme, on est borné sur nous et on dit que genre, si on ne fait pas ça, il n'y a pas de développement. Le français, c'est une langue que tout le monde comprend, pratiquement tout le monde. Donc si quelqu'un veut quitter son pays et venir apprendre au Bénin, c'est une fierté pour nous, ça hausse notre économie. Donc il faut s'habituer un peu à ce que les autres font pour développer notre économie aussi. Oui, c'est vrai. Mais est-ce que tu sais que quand on fait la soutenance maintenant, les administrateurs demandent de répéter, de reprendre ce que nous avons dit dans notre propre langue, d'où nous venons, dans notre propre langue, pour qu'on sache s'ils connaissent, s'ils comprennent leur langue. Est-ce que tu le sais? Comprendre ta langue, en fait, c'est pour toi. Si tu comprends ta langue, c'est ta fierté, c'est pour toi. Tu comprends ta langue, genre, tu peux pas le dire maintenant, parce que je comprends ma langue, j'aurai des diplômes. C'est vrai, il faut comprendre ta langue. La langue, c'est important. Mais dire que simplement parce qu'on parle le français, on ne va pas se développer, moi, je refuse ça, parce que le français, c'est une langue que tout le monde parle. Genre, c'est un peu comme si tu n'as pas le choix. Parce qu'après colonisation et tout ça, là, on n'a pas le choix, en fait. C'est le français, genre, on va un peu dire que le français, là, c'est la langue qu'on parle au Bénin. Donc, dire qu'on dit à la soutenance de parler sa langue, et pour ça, il ne peut pas avoir le diplôme là. Moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, quand je venais, j'ai entendu dans la voiture un élève qui disait que les films béninois ne sont pas intéressants. Donc je vois que vraiment la culture béninoise n'est pas mise en haut. Oui, Paul? C'est vrai, tu as raison, les films béninois ne sont pas intéressants. Bon, c'est parce qu'on copie au fait les Français. C'est pourquoi nos films ne sont pas intéressants. Si le Bénin décide de faire ses films dans sa langue locale et utiliser les pagnes traditionnelles et réaliser un film, je vois que ça sera intéressant et on aura notre développement. Ce n'est pas le fait que les films ne sont pas intéressants. Nous n'avons pas les matériels nécessaires pour le faire. Nous regardons et nous admirons d'autres films. Mais pourquoi nous ne pouvons pas dire à ces Français qui nous ont obligés à parler leur langue? Même souvent, même dans nos pays, on remarque même qu'il y a des enfants dans des écoles qui ne comprennent même pas leur langue natale. Par rapport à ce que tu as dit, j'aimerais dire que on ne peut pas dire que le cinéma béninois, on ne valorise pas. Parce qu'actuellement, il y a une chaîne qui est en cours. Il y a Plus Bénin, on veut diffuser seulement les films béninois dessus. Par exemple, si on prend l'exemple des Pipio Barreau et tout maintenant, là, ils font leur théâtre là, en fond, dans leur langue. Mais pourtant, ils voyagent. Il y a beaucoup de Blancs qui admirent ça, beaucoup de gens qui aiment ça. Même quand on prend Angélique Kidjo, tous ces trophées, tout ce qu'elle prend là, c'est au nom du Bénin, c'est au nom de sa patrie, parce que c'est ce qu'elle est au fait. Quand elle part là-bas, elle ne dit pas qu'elle est française, elle ne dit pas que genre, elle ne renie pas son patrimoine. Tu peux être noir, aller en France et soutenir ton patrimoine, parce que ça, c'est toi. Donc, dis que simplement parce qu'on parle français pour faire les choses là, il n'y aura pas de développement. Même quand pendant les tournages des films qu'ils font en Europe, là, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de Béninois qui sont des acteurs. Même si on prend l'exemple de Jimon Rossou maintenant, c'est un Béninois, mais il est allé très loin dans le cinéma. Donc il ne faut pas dire que parce qu'ils vont là-bas, ils ne valorisent pas leur pari. Parce que même quand ils sont là-bas et ils font des choses et ça évolue, c'est pour le Bénin parce qu'ils disent, ce sont des Noirs. Ce sont des Noirs, quand ils vont là-bas, ils ne changent pas leur peau là-bas. Quand il y a un Noir qui tourne un film maintenant, là, il sera toujours noir dedans. Donc, quand on le voit en même temps, c'est que cette personne-là, maintenant, c'est un Africain, c'est pas un Blanc. Donc, si les gens apprécient ce que les Noirs font, c'est pour nous, c'est pas pour eux. C'est juste que ils vont là-bas et puis ils font tout. Il y en a d'autres qui renient leur patrie. Mais il y a d'autres qui aiment ce qu'ils sont. Il y a beaucoup de Français maintenant qui aiment ressembler aux Noirs. Il y a beaucoup même, ils font des chirurgies, ils font plein de choses pour devenir noirs. Donc, il ne faut pas dire que c'est seulement parce qu'on est allé en France, dans les pays occidentaux, là. On change et puis on renie son patrimoine et à cause de ça, il n'y aura pas de développement. Ok,
Ok, j'aimerais rajouter un truc. Deva dit tout à l'heure qu'on n'a pas les matériaux qui sont les matériaux nécessaires. Voilà. Mais on en a. Mais on n'en a pas que les Blancs, eux, ils ont là-bas. On n'a pas ça. Mais nous, au moins, on a ce qu'on peut faire avec. Paul a dit que les films béninois ne sont pas intéressants. D'accord. Mais ils le font pour nous éduquer. Ils le font pour nous éduquer. Ce n'est pas forcément qu'ils vont le publier ou les Blancs, ils vont voir. Non, c'est pour nous éduquer, nous, pour nous donner la réalité que le Bénin est en train de donner l'arabe. Et aussi, Marielle qui dit que les pains, qu'on doit valoriser, on les valorise aussi. On les publie sur TikTok, sur Insta, sur YouTube. Il y en a plusieurs sites sur lesquels on publie ça. Mais il n'y en a pas qu'ils achètent de l'extérieur. Parce qu'ils sachent. Seulement nous qui les achetons. Donc voilà un peu. Paul, tu as dit que les films béninois ne sont pas intéressants. Dis-moi si vraiment les films des Blancs, novelas, les trucs du genre, sont vraiment intéressants que les films béninois. Je ne dirais pas que c'est plus intéressant que les films béninois. Kevin a dit que les films béninois sont faits pour nous éduquer. Je ne refuse pas. Mais les films des Blancs aussi, c'est pour éduquer leurs enfants blancs. Et pourquoi ils publient ça dans les pays africains et on regarde? Donc si c'est pour nous éduquer, ça nous éduque, on ne refuse pas. Mais vu que les Blancs publient leurs films et nous on regarde dans nos pays, on doit aussi publier nos films pour qu'eux aussi regardent et tirer une leçon. Oui, Karen. Elle a dit que les Blancs publient leurs films pour éduquer les enfants. Oui. Mais les Blancs, là, par exemple, les films de novelas, dans ces films-là, c'est pas comment dire, c'est pas éducatif. Les films de novelas, quel film de novelas c'est éducatif? Pas les films du Bénin maintenant, les films de Nollywood, non, je ne dis pas de Nollywood, les films de la plus, eux, ils éduquent peut-être. Là, on ne fait pas des choses mauvaises, on ne fait pas des trucs banals, on ne fait pas ça. Oui. Paul dit Maëla. que les films béninois ne sont pas intéressants. Elle ne peut pas dire que ce n'est pas intéressant alors qu'elle est en train de prôner la valorisation de notre culture. On ne peut pas dire ça comme ça. Et on dit que les Français ne peuvent pas venir et on va se mettre à leur parler le fond. Alors qu'elle dit qu'on doit valoriser notre culture. Donc, ce qu'elle dit là, c'est un peu contradictoire. De même, pour vous aussi, est contradictoire. Ils ont dit que les matériaux, on n'a pas de matériel. Vous êtes en train de nous dire que la culture ne peut pas développer. Mais là, vous revenez à ce que nous, on est en train de dire. Nous sommes à la fin de nos échanges. Et pour moi, la culture doit être valorisée au Bénin. La culture doit être valorisée au Bénin et dans les autres pays pour que le développement de ce pays soit au-dessus. Nous allons dans ce cas accueillir Tata Jennifer. Merci beaucoup, Tekeli, pour avoir conduit le débat et merci beaucoup, chers amis, pour votre participation. Nous allons recevoir à présent notre invité, un expert, quelqu'un qui s'y connaît très bien dans le domaine. Ce sera dans Recentrons le débat. Voilà, nous avons sur ce plateau quelqu'un qu'on ne présente plus, que vous connaissez certainement. Il s'agit de M. Marcel Zounon, acteur culturel et président de l'ONG Toara. Alors, je crois qu'il est connu il a beaucoup de casquettes et nous le recevons en tout cas sur ce plateau en tant qu'acteur culturel, voilà, qui touche à tout. Bonjour, Monsieur Marcel Zounon. Bonjour, Madame Jennifer. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà, chers téléspectateurs, vous l'avez certainement constaté, hein, il est en Agbada et c'est son habitude. Donc, je crois que nos amis seront bien contents, contrairement à ce que vous dites. Il ne porte pas tout le temps des vestes. Merci, jamais. Depuis que j'ai pris fonction dans l'administration publique, je n'ai jamais mis de chemise, ni de cravate, ni de veste. Donc vous êtes un vrai ambassadeur. De me mettre en tenue traditionnelle made in Bénin
au Bénin, dans la sous-région et à l'international. D'accord. Avant de vous demander si on peut vraiment se développer durablement sans valoriser cette culture, je vais vous demander de réagir face aux différents avis que vous avez certainement entendus. Vous étiez en studio depuis. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je pense que les enfants, ils ont touché à la thématique, à savoir la culture, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la culture peut valoriser son pays, sa nation? Quels sont les domaines de la culture? Est-ce que cette culture peut développer de manière durable une nation? Moi, je pense que les enfants ont touché le sujet, mais il faudrait, puisqu'on est dans le milieu éducatif, il faudrait donner une définition très simple, sans aller chercher les définitions de l'UNESCO ou du dictionnaire. On dira que la culture, c'est l'homme. D'accord. L'homme, pris dans son environnement. Environnement, c'est son milieu où il vit, avec les moyens qu'il se donne, le savoir et le savoir-faire, pour changer sa vie, mieux vivre et se développer, sans laisser de côté également la sécurité, parce qu'il faut qu'ils prennent accent sur la sécurité, pour que vraiment ils puissent mener une vie tranquille. Ça, c'est la définition de la culture. L'homme, avec son savoir et son savoir-faire dans l'environnement, pour le développer, sans laisser tomber la sécurité et le règlement des conflits. Point. Maintenant, est-ce que la culture ainsi définie permet de valoriser l'homme, permet de valoriser son environnement, permet à l'homme de se développer? Oui, parce que si vous êtes dans un milieu, vous êtes un homme, et on vous apprend à vivre, vous utilisez l'éducation, on vous apprend les b.a.-ba de l'éducation, on vous apprend la manière de vous nourrir, de produire de la richesse, la manière de vous habiller, la manière d'échanger, la manière de vous soigner, la manière de régler les différents conflits qui peuvent naître. Parce que quand deux hommes vivent ensemble, il se peut que pour une raison ou une autre, ils ne se comprennent pas. Mais il faut qu'ils utilisent le dialogue. Et aujourd'hui, il y a des outils qui sont là, les outils de communication, les nouvelles techniques de l'information et de la technologie. On peut l'utiliser. L'homme, dans son milieu, est-ce qu'il boit de l'eau potable? Quels sont les moyens pour lui de pouvoir préserver la nature, de pouvoir... Tout ce que l'homme fait dans un environnement constitue l'élément culture. Maintenant, est-ce qu'en utilisant la culture, l'homme peut assurer un développement durable? C'est ça la question. C'est ça la question essentielle. Et la question essentielle, oui. Parce que les Nations Unies, dans le cadre du programme, les PDD, le programme de développement durable, d'ici à l'horizon 2030, les Nations Unies ont retenu que pour atteindre les objectifs du développement durable, c'est-à-dire comment on fait pour que l'homme vive mieux dans son environnement, comment il va réfléchir, comment il va s'éduquer, comment il va se déplacer, etc., etc., etc. Les Nations Unies ont retenu que le patrimoine culturel, quand on dit patrimoine culturel, il y a culture. Le patrimoine, c'est ce qui est nôtre. Là, il faut distinguer le patrimoine culturel matériel. Tout ce que vous voyez comme musée, tout ce que vous voyez comme monument, un peu comme le président Talon est en train de faire aujourd'hui. Et le patrimoine culturel immatériel,
qui est l'ensemble de ce que nous disons, la langue. Vous aviez parlé de ça, vous aviez parlé de vêtements, vous aviez parlé de la nourriture, vous aviez parlé du cinéma, vous aviez parlé de la nature, de comment se guérir, comment se soigner, etc. Donc, tous ces éléments-là, le patrimoine culturel, à savoir le patrimoine culturel matériel et le patrimoine culturel immatériel, doivent contribuer au développement de l'homme. Et c'est ça le point essentiel de votre causerie. Moi, je pense que vous êtes allé, vous aviez regardé l'essentiel des éléments qu'il faut, en tout cas pour les jeunes scolaires. Il faut pouvoir les encourager à poursuivre la réflexion. Parce que là, au niveau même de l'éducation, j'ai entendu dire que c'est un pan du patrimoine culturel immatériel. Nos modes, nos pensées, nos actions, y compris la langue comme vecteur de ce patrimoine, doivent faire partie du programme éducatif. Donc là-dessus, le politique est interpellé pour que les programmes éducatifs de nos pays puissent intégrer les valeurs de notre patrimoine culturel immatériel pour que demain, les types d'hommes nouveaux que nous allons fabriquer à partir de l'éducation qui prend en compte les pans du patrimoine culturel dans le programme éducatif formel ou non formel puissent vous permettre de pouvoir défendre votre pays, de pouvoir défendre votre nation, de pouvoir défendre les idéaux, y compris même les religions. Parce que si aujourd'hui, pour les cadres qui sont là, qui nous voient, qui nous écoutent, ils ont été éduqués à consommer les religions révélées. Ils ont été éduqués à consommer les religions catholiques, à consommer la religion musulmane, à consommer les autres types de religions. Mais les religions traditionnelles, les religions de nos aïeux, quand je dis traditionnelles, c'est galvaudé, nos religions patrimoniales, nos religions endogènes, ils sont taxés de diaboliques. De sorte que les intellectuels que nous avons aujourd'hui vont pratiquer les religions révélées le jour, et c'est dans la nuit profonde qu'ils vont voir les Bokono et les Babalao à la recherche des solutions à leurs problèmes. Alors que nos religions endogènes règlent ce problème-là. Et nous devons désormais aller à cette école pour aller rechercher toutes les valeurs positives qui permettront le développement de l'être tout court, le développement durable, que de le laisser à la poubelle de l'histoire et de toujours continuer à consommer les autres types de religions. D'accord. Merci beaucoup pour toutes ces explications, M. Zoulon. Mais lorsque nos amis en parlaient tout à l'heure, ils ont cité un certain nombre de choses liées peut-être aux coutumes, à la tradition, comme vous disiez. Il y a des actes d'ailleurs qui sont condamnés comme l'excision. On a parlé de la polygamie, etc., qui n'est toujours pas légalisée. Est-ce qu'il faut absolument tout copier? Est-ce qu'il faut tout prendre en compte dans cette marche, je dirais, vers le développement lorsqu'on parle de la culture? Ou est-ce qu'il faut sélectionner, je le dis comme ça, ce qui peut être bénéfique ou ce qui est autorisé? Merci beaucoup, madame. Moi, je pense qu'il nous reviendra, parce que vous aviez cité deux cas importants, l'excision dans le patrimoine, et la polygamie. Il nous faudra, pour réussir tout ceci, faire l'inventaire de notre patrimoine culturel. C'est important. La Convention 2003, adoptée par l'UNESCO en octobre 2003, est axée sur la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Et au nombre des éléments de la sauvegarde, il y a un qui est important, la transmission. Les communautés ne peuvent transmettre aux générations actuelles pour le futur que des valeurs positives de ce patrimoine culturel. Et la récréation en est un élément fondamental. Et quand on prend la polygamie,
d'aucuns disent que la polygamie est mauvaise. D'aucuns disent que la polygamie est une bonne chose. Parce que les conditions qui ont amené nos aïeux à adopter la polygamie ne sont pas celles que nous vivons aujourd'hui. La culture agricole, pour être riche, dans le temps, il faut avoir beaucoup d'hommes pour cultiver une grande superficie. La production agricole est basée sur les produits archaïques, la roue et le coupe-coupe. Nous n'avons pas de machines dans nos pays. Et c'est les hommes. Quand vous avez beaucoup d'hommes, vous avez l'argent. Vous produisez beaucoup, vous vendez et vous êtes riche. C'est l'un des facteurs clés qui ont amené nos aïeux à pouvoir aller à la polygamie. Aujourd'hui, ce n'est plus pratiquement la même chose. Mais les Blancs ne parlent plus de polygamie, ils parlent de limitation des naissances. Et quand on regarde autour de nous en Afrique, nous ne sommes pas aussi nombreux qu'ils le disent. Ils sont plus nombreux que nous. Et nous avons beaucoup de terres. Et il faut qu'on soit nombreux pour se développer. Ça, c'est un autre débat. Pour l'excision, les pratiques de l'excision ne sont pas bonnes parce que la médecine moderne a montré que quand on excise une femme, elle perd le goût de son corps. Alors, il y a également des pertes en vies humaines. Et des pertes en vies humaines. L'excision peut faire partie des éléments si on fait l'inventaire du patrimoine. Et on regarde qu'est-ce qui nous arrange, qu'est-ce qui ne nous arrange pas. Nous devons le corriger. Parce que quand vous prenez n'importe quelle culture au monde, la culture de chaque pays a des effets positifs et des effets négatifs au développement de l'homme. J'ai entendu parler de nos langues patrimoniales. Nos langues patrimoniales, nous ne pouvons pas nous développer sans nos langues patrimoniales. Je suis totalement pour tous ceux qui ont développé l'aspect culture, facteur de développement durable d'une nation. Ça là, c'est vrai les enfants. D'accord, donc vous êtes pour, avec l'équipe pour. Mais je ne sais pas si nos amis ont des questions à vous poser. Pour le moment, il n'y a pas de questions. Je vais certainement revenir. Peut-être que dans nos échanges, quelqu'un aura une question. Monsieur Zounon, est-ce que toujours dans ce processus, dans cette marche vers le développement à travers la valorisation de la culture, il faut se départir de tout ce qu'on peut appeler influence de blanc? Par exemple, nous avons parlé de nos langues qu'il faut développer. Est-ce que tout de suite, on doit couper le français et bien d'autres pratiques? Vous avez parlé des nouvelles technologies qui viennent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il faut garder ou comment peut-on se débrouiller? Est-ce qu'il faut se séparer de tout le monde et privilégier la culture pour y arriver? Merci, madame la journaliste. Je dirais que la réponse à votre question se trouve dans les différents domaines du développement culturel. Parce qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous développer en autarcie. Est-ce que vous savez ce qu'on appelle autarcie, les enfants? On ne peut pas se développer en vase clos. On ne peut pas rester au Bénin, garder que les valeurs du Bénin et dire que nous allons nous développer. Ce n'est pas vrai. Le Bénin doit s'ouvrir à d'autres nations. Et c'est ce qui explique que le Bénin accepte que d'autres cultures, d'autres religions, d'autres modes de pensée viennent dans notre pays. Mais lorsque ces modes de pensée viennent, ils peuvent créer des chocs, un peu comme on le voit. D'aucuns disent que telle pratique religieuse ou telle pratique culturelle est rétrograde. Et ça, c'est en fonction de la connaissance que ces communautés ont par rapport à la connaissance que nous avons. Mais il y a des passerelles dans le patrimoine culturel qui dit qu'on ne peut pas se développer sans régler éventuellement les conflits qui doivent intervenir. Absolument. Donc, tout peuple qui veut se développer doit pouvoir se tendre la main. Les Africains que nous sommes, nous devons tendre la main aux Européens, tendre la main aux Américains, tendre la main aux Asiatiques pour se développer. Je vais vous donner un exemple. Lorsque vous allez au Japon, la ville Tokyo du Japon, c'est la ville la plus importante, c'est la grande ville du Japon. Un peu comme Cotonou est la grande ville du Bénin.
dans tous les quartiers de Tokyo, vous allez trouver des temples du shintoïsme. Et leur divinité, leur vaudou s'appelle le Shinto. Et dans chaque quartier, ils y vont pour prier. Et pour prier, quand ils ont un problème qui les dépasse, le Japonais écrit le problème sur un bout de papier et il prend une épingle et il le coche sur un tableau pour qu'après il puisse trouver la solution à son problème. Par contre, au Bénin, lorsque vous avez des problèmes et vous allez faire une consultation, du Fa par exemple, et on vous dit d'aller faire des rituels autour de la divinité qu'est le messager, le Legba, ce n'est pas le diable, c'est la divinité messager. On va mettre des bouts de bois et nos ruisseaux, on tape ça. Et avant, on met de l'eau couverte de farine de maïs, on met de l'huile rouge, des choses comme ça. Regardez, les Japonais, ils ont une forme plus simple. Écrit seulement leur intention et mettre une aiguille et le cocher. Mais le Béninois, lui, il va voir la divinité et la divinité est grande comme ça. Donc même en ce qui concerne les religions, il faut, je dirais, améliorer les choses. Voilà, il faut les formes, il faut revoir, il faut voir les formes plus simples. De présenter les rituels, de présenter les cérémonies et obtenir le même résultat. Regardez, comme l'a dit la dernière fois, moi j'étais dans une réunion avec le chef de l'État qui disait que, et c'est vrai, en termes de statistiques, la Mecque que les musulmans vont chaque fois en Arabie Saoudite, là, le Hajj, là, une étude a montré que, et le chef de l'État l'a révélé, que la Mecque constitue la deuxième source de financement des pays arabes. Et quand vous voyez les religions catholiques, vous allez à la place Saint-Pierre, à Rome, Dieu va faire, vous allez grandir, vous irez à ces endroits-là, que nous on a eu la chance de vivre. Vous irez à Lourdes, en France, vous allez voir combien de gens traînent ces religions pour enrichir ces communautés. Alors, pourquoi les religions endogènes, notre religion vaudou, ne devrait pas être vraiment revue, tamisée avec les détenteurs du savoir pour en faire vraiment qu'on appelle une source d'enrichissement pour notre pays. D'accord. Merci beaucoup, M. Zoumon. Je reviens à nos amis. Je ne sais pas si en temps vous avez des questions, une question. N'hésitez pas. Hein. Non, voilà, on va poursuivre. Je vais aborder à présent le volet vestimentaire. Je crois que depuis qu'on vous connaît, depuis qu'on vous voit, vous portez fièrement le Bénin, je dirais, nos tissus. Nos amis ont parlé de cette valorisation vestimentaire, sauf qu'ils ont parlé du wax, qui quand même entre dans les habitudes béninoises, qui est beaucoup porté par la femme béninoise pour valoriser notre culture. Est-ce que vous pensez qu'on peut porter essentiellement un peu comme le canevas que vous avez mis, qui parfois, selon des températures, peut vous donner un peu plus de chaleur, ou est-ce qu'il faut mélanger avec les tenues françaises, ou est-ce qu'il faut se baser sur le wax? Merci beaucoup. Moi, je crois que par rapport à la question de l'habillement, c'est vraiment une question de choix. C'est chaque individu qui voit ce qu'il doit faire. D'accord. Mais il nous revient à dire que nous produisons le coton. Heureusement qu'il y a aujourd'hui cette grande entreprise que le chef de l'État a mis à Glodibé pour valoriser le patrimoine culturel et mettre la zone industrielle du Bénin. Il faut retenir que si dans le système éducatif formel et au niveau des artisans, nous produisons du coton, si on importe l'industrie qui va transformer le coton en fibre et on finance la production des tissus canvas. Par exemple, c'est nos mamans, c'est les dames qui le font, ils ont pris de la brillantine qu'ils ont mis dans celui-là et on essaye d'adopter
les formes de couture modernes, tradies, anciennes, etc., je pense que ce serait l'occasion de créer, au-delà même de la zone industrielle, une chaîne de valeur pour créer des emplois et enrichir tous ceux qui seront, se seront intéressés à la filière du coton. Parce que, franchement, nous avons du travail. Le WAS, d'accord, voilà une aberration. Un pays qui ne produit pas le coton et qui fait le WAS, et tous les Africains, ils vont y acheter à 45 000, etc. Moi, je ne porte pas ce type de tissu, tout simplement parce que j'avais 17 ans quand j'ai perdu mon papa. Et mes frères, mes soeurs, tout le monde, on devait faire ce qu'on appelle anko. Et on nous a mis le tissu. Moi, j'avais dit non, mais quand je suis revenu du cimetière, je l'ai déposé. C'est pour ça, dans mon garde-vêtements, je n'ai pas les tissus Itagette, Was, hollandais, etc. Parce que c'est ma manière de dire non. Je porte parfois le bazin parce que c'est africain. D'accord. C'est le Sénégal, c'est le Mali, etc. etc. Je pense que sur le plan politique, on doit revoir tout ça. Les réformes doivent revoir ces éléments pour qu'on puisse les adopter pour permettre au Bénin et la sous-région de pouvoir vivre de leur art, de leur savoir. Monsieur Marcel Zounon, à qui incombe la responsabilité de contribuer ou de faire la promotion, la valorisation de notre culture pour construire durablement le Bénin? La responsabilité est partagée. D'accord. Quels sont les différents acteurs? Voilà, les différents acteurs. Premièrement, au niveau des communautés qui détiennent le savoir. Il va falloir, comme j'ai parlé d'inventaire, il va falloir les revoir, les organiser, assurer la transmission. Ensuite, les ONG et tous ceux qui travaillent, les artisans, tout ça. On y retrouve vous d'ailleurs, acteurs culturels. Et même les acteurs culturels, y compris les consommateurs. Voilà. Il faut qu'on adopte, parce que c'est facile pour nos compatriotes d'aller acheter un complet veste à 500, 1 500 000. Alors que ce complet veste, il suffit qu'il aille 6 fois au pressing et c'est terminé. Et pour un tissu comme ça, vous pouvez le porter pendant 20-30 ans. Moi, dans mon garde-vêtements, j'ai des tissus Canvor qui ont 40 ans et qui sont là. Donc, c'est pour nous dire que ces acteurs doivent être reformés, c'est-à-dire renforcer les capacités à différents niveaux. Absolument. Mais, deuxièmement, c'est l'État, la politique générale de la valorisation du patrimoine culturel immatériel revient à l'État. C'est l'État qui est détenteur de tout ce qui est culturel, qu'il soit patrimonial, matériel ou patrimonial immatériel. Merci beaucoup, M. Zounon. Je vais vous laisser conclure en disant un mot à nos amis qui sont là pour qu'ils sachent, en quelques secondes, parce que le temps est complètement fini, pour qu'ils sachent quel rôle ils doivent jouer, comment ils vont apporter leur édifice pour la valorisation de la culture béninoise. Merci beaucoup, Madame la journaliste. Je pense que, dans un premier temps, je dois remercier vous-même et vos collaborateurs de l'ombre et de partout, et surtout l'ORTB qui travaille à pouvoir valoriser le patrimoine culturel. Parce que quand on dit patrimoine culturel, je vous ai dit que c'est l'homme pris dans son environnement avec tous les moyens qu'il se donne, intellectuellement, et scientifiquement, spirituellement, etc. Donc ça, c'est ça. Deuxièmement, nous devons remercier tous les enseignants qui travaillent avec les enfants à leur montrer l'importance de leur culture. Troisièmement, nous devons remercier le gouvernement du Bénin, qui fait beaucoup. Parce que à Toro Dengewe, et on sait qu'il y a encore beaucoup à faire dans ce secteur. D'accord. Et ce n'est que par là que le Bénin trouvera son salut, le salut de son réel développement. Merci beaucoup, Monsieur Zounon. Je crois que tout est dit. Il faut retenir que la culture permettra un développement certain, un développement durable et que chaque acteur a sa partition à jouer
à tous les niveaux. Merci de nous avoir suivis. On se dit au revoir et à très bientôt.